Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes ce soir en formation resserrée. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bonsoir Adams. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Marajo. Bonsoir monsieur. Ça va bien? Ça peut aller. À part les émotions des turbulences terrestres, vous avez eu une bonne semaine? Une bonne semaine. Ça se passe bien? Relativement bien. Alors, si vous voulez, on va parler d'éducation et de formation. C'est un petit sujet auquel nous tenons, Eddy et moi. Il m'a envoyé l'article, je l'ai lu avec attention, c'est le Collège d'études mondiales. Parce que j'explique d'abord, on parle souvent de formation, on parle souvent d'éducation, on parle souvent de conception moderne de la pédagogie, Eddy et moi, parce qu'on se rend compte que dans un pays où il y a 50 000 chômeurs, et juste une formule de lui, il faudra former ces gens-là un jour, pour les ramener au travail, il faudra leur donner un minimum, leur redonner ce qu'on leur avait donné et qu'ils ont perdu, et puis aux autres leur donner un bagage pour qu'ils puissent devenir des citoyens à part entière. Alors donc tout ce qui est moderne comme formation, je t'envoie un article aussi sur cet Indien Tout à fait. qui a été aidé par Bill Gates là, pour lancer son site de formation qu'il a fait à Harvard et tout ça. Tout ce qui est pédagogie, Indien américain, il est Indien né à américain, Nouvelle-Orléans. oui, Ouais. qui sortent du carcan traditionnel de l'école, qui réussit quand même, on ne va pas la massacrer les gens, nous intéresse. Je te passe la parole sur le Collège d'études mondiales. Alors le Collège d'études mondiales est un organisme qui est français et qui a invité, qui est l'émanation de l'Académie des sciences. Et ce collège ouvre la France au monde de l'éducation. Et ce collège a invité un Américain qui s'appelle Hal Plotkin et qui est en fait le ministre de l'Éducation des États-Unis pour un nouveau concept qui est celui des OER. Alors, OER, alors, on a parlé ici des MOOC. Vous vous rappelez, les MOOC, c'est Massive Open Line Course. C'est-à-dire que vous êtes sur le net et vous pouvez avoir accès gratuitement à des cours magnifiques, Des plus grandes riches, écoles. des plus grandes écoles, des plus grandes universités, Harvard, Columbia. gratuitement. Et ça, c'est fantastique. Mais ça, c'est dépassé. C'est déjà dépassé. Et on passe au Open Educational Resource. Alors là, on n'est non plus dans un cours, mais on est dans la plus grande bibliothèque du monde. Donc vous tapez Aimé Césaire et vous avez la totalité des articles, des vidéos, des photos, des bouquins qui traitent d'Aimé Césaire et qui sont dans le monde entier. Quel que soit le lieu de référence. Quel que soit le Quelle que soit la langue, quelle soit la langue dans laquelle c'est Quelle que fait. soit la langue, vous mettez la langue que vous choisissez, vous mettez le pays, en fait, c'est fabuleux. Et ça, c'est l'un des trucs. C'est l'un des aspects de leur boulot. L'un des Parfois, aspects. ils ont Non, les mais chairs, ils ont... ce qui est impressionnant, c'est l'idée que Barack Obama, on le critique souvent, on dit ouais, mais il n'a rien fait, etc. Il a consacré 2 milliards de dollars à ça. Et Hal Plotkin lui a bâti la plus grande université, bibliothèque. En fait, on passe du cours en fait, à la bibliothèque géante. Quoi. Voilà. Et alors, derrière tout ça, ce qui est intéressant, et ça va rejoindre ton discours introductif, c'est que les types se sont dit, mais bon, c'est gentil cette histoire, mais les Américains ne font jamais rien sans rien. Et en réalité, derrière tout ça, il y a des idéologues et des philosophes et des businessmen américains qui disent la chose suivante. La croissance telle qu'on la connaît est en panne, tout simplement parce que le poids des consommateurs de la classe moyenne diminue par rapport à celui des classes sans éducation, De la pauvreté. de la pauvreté. Et il y a une corrélation évidente entre richesse et éducation. Ce n'est pas à vous que je vais dire ça. Il y a une corrélation évidente entre niveau d'éducation et emploi, donc entre niveau d'emploi et revenus. Bon, on ne parle pas des héritiers ni des gens qui gagnent au loto, mais des gens qui vivent de leur travail. Et Obama dit la chose suivante, c'est pas compliqué. Si on enlève le poids de l'endettement pour faire des études, on libère une masse considérable de gens qui vont pouvoir faire des études, ils vont pouvoir avoir un haut niveau d'éducation, ils vont pouvoir, entre guillemets, devenir riches et ils vont relancer la consommation. Le prix moyen dans les grandes universités, c'est 2000 $ par cours pour l'année. C'est 150 000 € l'année en moyenne. Donc on est dans des délires. Un diplômé Voilà. américain commence très largement d'études. Alors je vais vous lire ça parce que ça vaut le coup. Ça c'est du Barack Obama pur.
La croissance mondiale piétine depuis des années. Le pari des équipes d'Obama est que le meilleur levier de développement mondial réside dans l'augmentation du niveau d'éducation des populations. 95% des habitants de la planète n'ont pas accès à l'enseignement supérieur de qualité. Le vivier mondial de croissance se trouve là. Voilà, et c'est ce qu'on disait. Je peux traduire. Il faut les éduquer pour qu'ils consomment. Oui, Mais c'est pas grave, C'est pas parce grave. qu'ils vont Non, parce mieux. que derrière, effectivement, c'est il quand vaut même- mieux c'est consommer. quand même il une vaut mieux noble cause. que ne pas les éduquer et qu'ils crèvent de C'est faim. voilà, Voilà. c'est quand même une noble cause qui est celle de l'éducation. Mais oui. Tout à fait, parce qu'au-delà de la consommation, il y a aussi le développement de l'intelligence, bien Oui. évidemment, aboutit à la paix. Les pays qui ont le plus gros niveau d'éducation sont les pays où il y a le moins de criminalité. Alors on dit, ah oui, les États-Unis, c'est pas vrai. Les États-Unis, c'est pas le pays qui a le plus haut niveau d'éducation au monde. C'est même l'un des pays les plus en retard en matière d'éducation. Parce qu'il y a un sondage qui vient de sortir, tu as lu ça, 50% des Américains ne savent pas Ça va. que la Terre tourne autour du Du Soleil. soleil. Et que 75% des Américains ignorent qu'il y a un lien entre l'homme et le singe. Oui. Oui. Ils découvrent ça, ils disent... Ils connaissent qu'une la géographie du monde. Que dalle. Ils savent pas Surtout la trop, géographie. ouais. Voilà. C'est toute la Donc, configuration du monde. recommandation, vous tapez OER Commons et vous irez sur cette bibliothèque. Alors, pour revenir à cette espèce d'école ouverte sur le monde que tu citais dans ton propos introductif, ça c'est français par contre, et là c'est carrément fabuleux. Donc, recommandation immédiate à tous les téléspectateurs, foncez sur cette masse incroyable de connaissances gratuites. Alors, il y a eu une expérience qui a été faite en France. J'oublie le nom de ce personnage, mais qui était en charge pour la fondation des Maisons des Sciences de l'Homme, qui a voulu redonner vie à ça, et puis qui a lancé un système maintenant de chaires ouvertes. Oui. Hein, avec les meilleurs professeurs, mais c'est un côté un peu universitaire, mais avec quand même pour redonner vie aux sciences humaines, où les Français ont toujours, jusqu'à ces dernières années, ont toujours été les premiers. Et Michel Vieux-Viorca. Vieux-Viorca, voilà. Vieux-Viorca, collège d'études mondiales. Voilà. Et là, bon, c'est une tentative de casser et d'avoir une sorte d'université internationale, quoi, avec des chercheurs du monde entier, avec des conférences, avec des recherches, un site toujours dans la même perspective d'ouverture et avec un certain esprit de pluridisciplinarité, quoi. On mélange tout, quoi, les maths, la philosophie, la science. C'est pour ça que ça nous fait rigoler souvent quand on parle par exemple du conflit sur l'UAG, où les types se battent, oui, j'ai 2000 étudiants, moi j'en ai 10 000, etc. À l'ère de l'ouverture. Et là, à l'ère de... Et là, le type, il n'a pas 2000 étudiants, quoi. Il en a des millions Oui. d'un coup. Et puis des activités novatrices, quoi, une ouverture totale. C'est dans ce sens que, quel que soit ce qu'on puisse reprocher, je fais attention à ce que je vais dire, à M. Sélimène, il était dans cet état d'esprit, il est dans cet état d'esprit d'ouverture et d'ouverture. Quand M. Sélimène fait une étude, il se fait doter d'1 million par l'Europe, une étude sur le travail. C'était quoi ce projet qui a avorté le travail. J'ai plus Oui, ça en tête. enfin, bref, une des recherches pour le travail. Comment ça s'appelle le travail chez soi? Enfin, non. Le télétravail. Télétravail, quelque chose comme ça. C'était un concept nouveau, une étude pour les entreprises martiniquaises. Je sens qu'effectivement, c'est au-delà de l'opposition qu'il y a entre les hommes et puis les femmes. Il y a effectivement cet aspect novateur de ce qui fait que l'université n'a pas à faire ça. Et j'ai interrogé un professeur tout à fait classique, je tairai son nom, qui m'a dit effectivement la loi sur la réforme de l'université prévoit effectivement cette ouverture au monde. Cette ouverture sur l'entreprise et cette possibilité, notamment par le biais des laboratoires, comme c'est le cas, puisque lui, il a un laboratoire de recherche. Ce qu'il faut peut-être rajouter et expliquer à nos téléspectateurs, c'est pourquoi les universités font ça. Et elles font ça, elles démultiplient en fait leurs clients. Parce que, en fait, les cours deviennent gratuits, mais quand on veut aller plus loin et surtout quand on veut passer des examens, il va falloir payer. Et c'est là qu'en fait, elles démultiplient leurs ressources. Et évidemment, ça coûte beaucoup moins cher de diffuser l'information à travers le net plutôt que d'avoir un prof, une salle de classe qu'on doit climatiser, chauffer et maintenir. Et donc les charges... C'est pas les mêmes coûts. C'est pas les mêmes coûts. Les charges diminuent et le chiffre d'affaires augmente parce que vous pouvez maintenant passer des examens depuis chez vous, À distance. à distance.
Et là, il n'y a même pas les contingents du nombre d'élèves, etc. Ah non, Donc, c'est tout complètement explose, ouvert. tout explose, Ouais. tout explose. Ou des horaires, ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a, et moi j'aime bien revenir aux concepts généraux, derrière tout ça, il y a une idée qui est massive et qu'un type comme Bill Gates a compris très très vite. Le seul produit au monde qu'on peut vendre à tout le monde en même temps, c'est l'info. C'est le seul. Alors, il y a quand même un bémol, mais c'est parce qu'il y a du travail à faire encore, où il y a eu des enquêtes qui ont été faites, puis bon, j'ai vu les reportages, où les résultats ne sont pas pour l'instant C'est le début. aussi bons, parce que c'est le début, C'est le aussi début. bons sur un panel donné d'étudiants pour le cours en ligne que le cours en direct. Parce que les professeurs te disent, on adapte le cours, on se sent Oui, sur puis les il y a- regards, il n'y a pas de compréhension. Puis il y a la solitude, le type il est tout seul chez lui, donc il n'y a pas la motivation. On sait ce que c'est, les La cours. c'était bien. Apprendre Oui. à distance, le CNED. Ouais, puis si on prend 2-3 bières dans le frigidaire en même temps. Mais moi, j'ai la réserve énorme que je mettrais par rapport à ça, et je compare ça à quelque chose d'il y a 50 ans, quand l'Occident et même le bloc de l'Est a décidé de construire des universités à destination des pays du tiers-monde qui accédaient, je veux dire, à la souveraineté internationale. L'université Patrice Lumumba comment ça s'appelle, à Moscou, Harvard aux États-Unis, et même quelque part la Sorbonne, les universités françaises, donc occidentales. Les résultats, on les connaît. On les a mis dans un certain... on les a moulus dans quelque chose d'autre. De ce fait, cette élite qui a été formée à la fois dans le bloc de l'Est de l'époque comme dans le bloc occidental est allée reproduire les mêmes schémas de développement économique. Ça, on connaît le système. Et là, l'autre réserve que je mettrais, moi je pense qu'il faut faire la différence entre savoir et connaissance. Là, c'est bien beau. Les États-Unis, ce n'est pas la première fois qu'ils mettent... On sait que la bibliothèque du Congrès aux États-Unis est l'une des plus grandes bibliothèques au monde. Mais il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout. Tout ce qui est publié à Makuba. Voilà. De justice. Voilà. Oui. Ou à la feuille de chou de Makuba, c'est chez eux. Voilà. Donc ça, c'est énorme. Ça a servi à quoi? Bon, ça n'a pas servi à grand-chose. Sauf qu'à un moment donné, Barack Obama, enfin un sénateur américain converti à l'islam, quand il a fallu quand même qu'il prononce, qu'il jure sur quelque chose, il se dit, mais dans notre, on n'a pas rien. Ils sont allés au Congrès, ils ont sorti un exemplaire du Coran qui appartenait à Franklin Roosevelt. Oui, Franklin Roosevelt avait un exemplaire du Coran, et sur ça, donc, il a prêté serment. Des choses comme ça. Je veux dire, Bill Gates est en train de constituer, peut-être, une mémoire de l'humanité. Et ça, tout le monde n'a pas accès à une mémoire. Il faut le savoir avec un grand test pour y arriver. Donc moi, c'est un peu la réserve que j'aimais. Et une dernière chose, là, je parle beaucoup aujourd'hui, et pourtant j'ai trop parlé aujourd'hui. C'est quoi? C'est tellement agréable. Dans tous les pays où on va aujourd'hui, on voit des universités qui fleurissent. Moi, j'ai été frappé dans le sud du Maroc, au fond fin près du Sahara, de voir une université privée qui sort de sable. C'est le cas de le dire, quoi. Ouais. Aujourd'hui, donc, vendre la connaissance à un prix fort pour aller faire quoi? Pour aller consommer? Non. C'est un peu le débat que Nadia a lancé. Non, pas du tout. L'idée, c'est quoi? C'est moins on en sait, plus on fait la guerre. Oui. C'est ça l'idée de base. Et puis plus on fait des moins bêtises. on en fait, plus on est dans la misère. Plus on fait des bêtises en général. Mais oui, c'est clair. Est-ce que les Ukrainiens et les Centrafricains qui sont en train de s'entretuer là, qui sont en train de se massacrer, n'ont rien fait? Non, c'est une contradiction qui peut être justement la dynamique de leur connaissance. Non, mais ça, c'est une provocation d'Adams. Oui. Une provocation d'Adams. Il sait très bien que là, on n'est pas dans un conflit de connaissance ni de misère. Mais d'abord, un conflit religieux. Et ça, tu le sais très bien. Et puis le bloc idéologique. Et puis de l'autre, c'est un conflit idéologique. De pan de la démocratie. Une question. Est-ce que vous n'avez pas trouvé assez étrange que WhatsApp, un truc qui est marrant, quoi, qui est amusant, que les gamins utilisent pour communiquer, et puis être vendu pour 16 milliards de dollars. Alors, pour que les gens sachent, c'est une application de messagerie instantanée, gratuite, pour ce qu'on appelle les smartphones. Les smartphones, c'est des téléphones intelligents. On saurait pas, Téléphones sans touche. Ouais, voilà. Des téléphones qui font plus que allô. Voilà. Ah ouais. Alors dans ça, donc Facebook a acheté ça, parce qu'ils avaient besoin effectivement d'arrive pas, ils piétinent sur le terrain de la communication instantanée. Donc ils ont acheté ça en donnant quand même 4 milliards de cash en numéraire.
milliards de dollars, et le reste en actions de Facebook. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Mais ça, c'est plus que... Enfin, Facebook non plus n'a pas... C'est quand même plus simple de racheter un truc qui existe déjà que d'en faire un autre. Non, mais d'accord, oui, très certainement, mais je ne parle pas de technique de développement, mais je répète les chiffres, je les relis là. 16 milliards de dollars. En fait, ce que tu veux comprendre, c'est pourquoi ils ont acheté ça aussi cher. Comment 16 milliards de dollars. Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est que la grande partie du paiement se fait avec du papier, c'est-à-dire des actions. Oui. D'accord? Oui. Donc, ça ne leur coûte pas tant d'argent que ça. Mais pourquoi on achète des trucs très chers? Il donne quand même 4 4 milliards de dollars. Mais je vais t'expliquer. 4 milliards Non, de mais, dollars. non, mais c'est pas compliqué. L'action Facebook, quand ils ont annoncé, a pris 17%. En prenant 17%, ils ont les moyens de d'acheter. payer ça. Voilà, c'est tout. C'est un bon coup. C'est un excellent coup. L'idée, c'est quoi? C'est que quand le cours de ton action, parce que Facebook est rentré en bourse, tout simplement pour avoir de l'argent. Oui. Donc, on a vendu du papier à des millions de personnes qui ont mis 30 euros, 40 euros, et on a récolté des milliards d'euros. Ces milliards, il faut en faire quelque chose. Ils ont du cash, hein. Ils ont du cash. Bon. Maintenant, le cours, quand il piétine, bon, ils perdent un peu d'argent, mais de manière virtuelle, parce que c'est du papier. Donc, chaque fois qu'ils vont racheter quelque chose, les investisseurs vont se dire, ils deviennent de plus en plus costauds. Donc, si j'achète du Facebook, demain, je vais pouvoir le revendre plus cher. C'est l'histoire de la bulle. Donc, en fait, ils entretiennent une bulle spéculative artificielle. Et ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Une petite question pratique, pour expliquer aux gens qui utilisent ça tous les jours de façon innocente et bonnette, si ça prend le féminin, YouTube, Daily Motion, WhatsApp, qu'on utilise. Skype, Skype. Twitter. J'en parle beaucoup parce qu'il faut que les gens comprennent le monde qui les entoure. Et ici, on est dedans. Tout à fait. On ne parle peut-être pas du clocher ou du problème des curés, comme tu me le reprochais tout à l'heure. On en parlera un de ces jours, assurez-vous. Mais ça, c'est comme notre quotidien aussi. Il est devenu martiniquais. Comment ils gagnent de l'argent sur nous, ces gens-là? On l'a dit la dernière fois, mais répétons-le encore. Comment ils font leur profit? Alors, de deux manières. Le modèle, ce qu'on appelle le modèle économique. Comment ils gagnent de l'argent? Alors, il y en a qui ne gagnent pas d'argent, c'est clair, ils perdent de l'argent. Donc, ils vont voir des investisseurs qui leur donnent de l'argent jusqu'au jour, comme c'est arrivé là, où quelqu'un aura suffisamment intérêt à les racheter pour gonfler la valeur de son action. Donc, l'idée, c'est perdons de l'argent jusqu'à ce que quelqu'un nous trouve beau et nous rachète. Premier modèle économique. Hein. Et puis ça veut dire, être beau, ça veut dire avoir beaucoup de gens qui nous Voilà, conseillent. beaucoup d'utilisateurs. Parce que Quand WhatsApp a énormément d'utilisateurs. Oui, quand je dis beau, c'est ça. Hein. Quand je dis beau, c'est ça. 450 millions de personnes par mois. Voilà. 450 millions de personnes utilisent WhatsApp. Hello, quand tu es en retard, dépêche-toi. Plus que WhatsApp transmet plus de SMS, non, WhatsApp transmet 50% des SMS transmis par les opérateurs téléphoniques. Ouais. À eux seuls. C'est 20 milliards, eux, ils mettent 10 milliards de SMS. C'est impressionnant. Impressionnant. Bon, je pense à la technologie qu'il faut pour que ça ne bug pas. Ah. Ça tombe jamais en panne, cette chose-là. C'est des ordinateurs, des centaines d'ordinateurs. Est-ce que vous vous rendez compte que chez vous, chaque fois que vous allumez l'ordinateur, vous serrez les fesses pour vous dire ça va marcher, ça bug. le technicien vient, il donne un mystérieux, il entre là-dedans, pendant ce temps on l'appelle, il dépanne un autre ordinateur chez quelqu'un d'autre. Et dans quoi je suis. Et puis ces trucs-là, Google, WhatsApp, ils ont des usines. Ça marche immanquablement, inéluctablement. C'est impressionnant. Oui. À mon avis, ça ne peut ne pas marcher, pour la simple raison que l'humanité a communiqué autrement. Oui. Mais là, c'est concret, c'est réel, c'est palpable. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça rapproche. Je pense que rien que pour ce rapprochement-là, ça doit nécessairement. À mon avis, toute la littérature, un peu de science-fiction et tous les films de science-fiction vont s'emparer de ce sujet-là. Commencent à s'emparer de ce sujet-là parce que, en fait, la peur absolue, c'est que tout ça tombe en panne. Oui. Et ça peut tomber en panne. C'est déjà tombé en panne. Voilà, il suffit de voir, je ne sais plus quel opérateur avait eu un problème un vendredi à 17 ou 18 heures, la panique que ça a. C'est Orange. C'est Orange. La panne d'Orange. Mais Orange, c'est français. C'est mondial. Revenons pour une petite baie de Fort-de-France, vedette Madina, excusez-moi, on est parti dans les grands machins là. Vous savez que le 14 janvier, le tribunal mixte de commerce, pourquoi mixte? Parce qu'il y a un professionnel et puis il y a deux magistrats locaux, je précise,
de commerçants de la ville ou du pays, de l'île, avec une professionnelle, qui ont constaté l'état de cessation de paiement de Vedette Madinina, 1 million d'euros de passifs, et prononcé la liquidation de la société qui gère le label, qui s'appelle la Sagette. Alors, ils ont autorisé la poursuite d'activité jusqu'à fin février, et entre-temps, Éric Montgeron, salut Éric, a fait appel de cette décision, est allé devant le président et lui a dit « Mais non, c'est pas possible, je ne peux pas arrêter, j'ai plus de 50 employés, je transporte combien d'élèves le matin pour aller au lycée pour la Fort-de-France, je quand même débloque l'autoroute et tout, surtout que je n'ai quand même pas tellement déshonoré ma parole. » Alors, c'était quoi? Donc, le président est entré dans son raisonnement et effectivement, il a fait une lecture différente de celle du tribunal de commerce. Alors, pourquoi je vais dire ça? Je vais dire ça parce que c'est paradoxal qu'un tribunal, et là je prends mes responsabilités, qui est un tribunal de professionnels qui sont liés à l'économie, au développement, aux choses réelles, ont estimé que Éric Montgeron n'avait pas réuni ses obligations, qui consistaient à utiliser 2 chèques qui ont été versés par le Conseil général pour, au moment où il est là en difficulté, rénover sa flotte, remotoriser ses bateaux, sécuriser les personnes à bord, enfin je sais pas, et puis augmenter le nombre de rotations, et qu'il a pris cet argent-là, pourquoi faire le vilain pour payer ses cotisations salariales. Là, tu n'avais pas fait ça, tu avais dit que tu allais faire ça, tu avais fait ça, je te fous en liquidation. C'était comme un coup de tonnerre dans le ciel sans nuage. Alors, le président de la Cour d'appel a estimé que, bon, ça c'est pas normal. Sa situation n'est pas obérée au point, parce que le Conseil général lui donne largement son passif, naturellement pas un seul chèque en période d'année. Il a quand même un certain cash flow généré par son activité et a estimé qu'il devait continuer. Alors, il faut quand même que les acteurs économiques, c'est ce qu'on disait, il faut qu'ils sachent quand même que pour les appels d'offres, que pour les sociétés comme ça qui se battent pour maintenir un minimum de tissu économique, il faut qu'ils sachent que, et je ne pense pas que vous direz le contraire, qu'il faut quand même ne pas être rigide, psychorigide, et surtout lorsqu'on a un minimum de pouvoir et qu'on est tribunal local de commerce, on ne fout pas en l'air une société comme ça. Oui, surtout que, enfin bon, moi j'ai pas envie de commenter la décision elle-même. Hein. Les décisions. Mais tu peux la commenter parce qu'elle est suspendue par le Premier président et qu'est-ce que ça met à la Cour d'appel. Je te dis, juridiquement, on peut commenter une décision qui est infirmée. Non, mais c'est pas... Oui, on a le droit. Non, ce que je voudrais dire, c'est faire prendre conscience. Pas commenter la décision, mais faire prendre conscience. Oui, finalement, oublions ça. Ouais, en disant la chose suivante. Quand on met en redressement judiciaire une entreprise, ou quand on prononce la liquidation, quand on la met en redressement judiciaire, c'est un mode de redressement. Il y a des gens qui disent un mode de bonne gestion. C'est vrai qu'on peut protéger. On peut protéger. Et puis il faut rappeler que des sociétés qui ont été protégées, il y en a beaucoup qui ne sont pas des petites. Hein. Oui. Bon, par exemple, l'entreprise de Yann Monplaisir, elle a été protégée. Oui. Mais une entreprise comme General Motors, une entreprise comme American Airlines, tout ça, ils ont une ville comme Détroit, ce sont des gens qui ont été placés en redressement judiciaire. Bon, le temps de se refaire. De protection. Voilà. Contre les créanciers. Oui. Faut quand même le dire. Mais ce que je voudrais souligner, c'est l'idée qu'il y a des gens qui disent il vaut mieux arrêter une activité plutôt que ça continue, etc. Mais ces gens-là, ils devraient prendre conscience que ça a un impact. Ça a un impact, j'allais dire, évidemment, social, psychologique, etc. Mais ça a surtout un impact économique. Liquider des sociétés, c'est bien évidemment détruire de l'emploi. Et quand on détruit de l'emploi, on baisse mécaniquement les ressources de la société, mais on baisse surtout les ressources des organismes sociaux qui liquident. Enfin, les types sont dans un truc un peu absurde, c'est-à-dire on liquide des salariés et on finance des chômeurs. Je veux dire, il vaut mieux à la limite dire je fais l'impasse sur des cotisations, mais au moins les types ils touchent son salaire et puis il ne va pas grossir le rang des chômeurs. Et en utilisant son salaire, il consomme, donc il produit de la TVA qui alimente les caisses de l'État, etc. Une vision globale. Voilà. Ayons une vision globale parce que ils disent, les types avec lesquels je discute disent « Ah ouais, mais bon, on ne peut pas continuer, c'est le tonneau des Danaïdes. » Mais quand on est en crise, le tonneau des Danaïdes, il faut l'oublier, c'est 50 à 60 entreprises chaque semaine. Au bout d'un moment, c'est 200, 300 salariés par semaine. Sur un an, ça fait quoi?
ça fait des milliers de salariés. Regardez, en France, quand on licencie 300 mecs ou 600 mecs, il y a un Premier ministre qui débarque. En Martinique, quand on licencie 300 mecs par semaine, évidemment, 2 par ici, 3 par là, 10 par là, ça fait quand même 300. Personne ne réagit. Oui, vas-y. Et pour en revenir, bon, moi je m'interrogerai par contre sur le comment on en est arrivé à cette situation, que cette entreprise qui assure le transport, qui a une mission de service public. Sans en avoir les avantages. Voilà, sans en avoir les avantages. Et ça n'est que maintenant, parce qu'on lui donne 1 million d'euros. Et c'est sur cela qu'il faudrait se poser comme question. Il y a encore 15 ans, ici en Martinique, de l'autre côté, aux Trois-Îlets, au Point-de-Bout, il y avait des entreprises qui fonctionnaient actives. Je veux dire, rien que les Méridiens, les salariés du Méridien, qui prenaient les navettes À un moment, de l'époque. il y a eu 3 sociétés, plus Parfaitement. un bateau isolé. Donc il y avait de l'activité de l'autre côté qui permettait une intense rotation. Ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, la question qu'il faudrait se poser, moi, à mon avis, est-ce qu'on donnera de l'importance à la mission des services publics qui ferait que les habitants des Rivières-Salées, du Diamant, de Sainte-Luce, qui mettent leur voiture aux Trois-Îlets, faciliter leur arrivée sur Fort-de-France, est-ce qu'on tiendra compte de ça pour désengorger l'autoroute, ou alors on va laisser couler l'entreprise en question. Et les autres qui viendront. Et les autres qui viendront après vont aller... Je crois que c'est des questions de ce type-là qu'on doit se poser. Et également une autre question, même de détente. Je veux dire, toute famille qui habite à Fort-de-France et qui n'a pas les moyens de transport et aller à la plage pourrait prendre le dimanche ces navettes-là pour aller de l'autre. Moi, je l'ai fait un an. J'avais une voiture. Tous les dimanches, pratiquement, j'étais de l'autre côté grâce à la navette. Aujourd'hui, je ne peux pas. Absolument. Très bien. Bon, ben c'est bien. Je n'étais pas tout seul à pousser mon coup de gueule. Bon, on est quand même encore à la Martinique et je vous rappelle que le mois de février, c'était pas dans notre programme, ça m'est venu, c'est ce mois de Grévin, historiquement. Alors, traditionnellement. Alors, d'abord, c'était Chalvet. Je commence très tôt, mais puis je fais un saut au début du siècle. 1900. Grève de février 1900 et la fusillade du François. Qui a été la première grève d'ouvriers, agricoles en Martinique, en 1900. Est-ce que je peux te dire un petit truc sur ça? Vas-y. Il y a un élément historique qu'il faut rappeler, c'est que après l'abolition de l'esclavage, pendant les 20 ans qui ont suivi, il y a eu 25 000 personnes qui sont venues habiter la Martinique. C'est le quart de la population. Il y avait 80 000 personnes en Martinique en 1848. Imaginez aujourd'hui, par exemple, qu'au cours des 20 prochaines années, il y ait 100 000 personnes qui viennent habiter la Martinique. C'est le même choc qu'a vécu la Martinique. Et parmi ces gens qui sont venus habiter la Martinique, tout le monde se dit « Ah oui, il y a eu les Indiens ». C'est le groupe dont on se rappelle. Mais il y a surtout eu les Africains, ce que nous, on appelle les Congos. Alors, le lien avec cette grève, c'est que cette grève a été menée par des Africains ou des descendants d'Africains. Et c'est pour ça que c'est la première fois qu'elle a été... Cette grève, en fait, les leaders sociaux, ce n'étaient pas des descendants d'esclaves. C'était pas des créoles. C'était pas des créoles. C'était pas des descendants d'esclaves. C'était des descendants d'Africains venus par contrat après l'abolition de l'esclavage et qui étaient 2 fois plus durs que les Martiniquais d'origine. Merci pour la précision. Voilà. Les travailleurs d'Akan. C'est pour ça qu'il y a eu 10 morts. Absolument. Marchaient pour réclamer 2 francs pour une journée de travail. 2 francs pour une journée de travail, ça va pas être tellement loin de peut-être 5 ou 6 euros de maintenant, 4 euros de maintenant. Donc la fusillade s'est faite devant l'usine du François, le 8 février 1900. Alors, le tract dont je me suis inspiré, pas le tract là, le libelle dont je me suis inspiré, dit qu'après la lutte pour la liberté, comme tu disais, le 22 mai 1848, la lutte pour la dignité en septembre 70, voilà, 1870, c'était dans le sud, les travailleurs martiniquais entraient en scène pour de meilleures conditions de vie. Et comme toi tu précises, c'était les travailleurs Red-Manteau. Ils ne plaisantaient pas. Tu as dit ça pour rendre hommage à la présence du seul d'entre nous là qui ne sont pas fils d'esclaves. Quel effet ça te fait, hein? Tu es fils de roi peut-être, hein? Ah ben pas du tout. mais attention, il n'est pas du tout sûr. Ce sont 100% d'hommes qui sont arrivés. Il n'y a pas de femmes à partir de 1848, les Congos. Ils se sont fondus, ils n'ont jamais pu retourner d'ailleurs.
puisque théoriquement ils devaient être ramenés en Afrique, ils n'ont jamais été ramenés en Afrique, se sont fondus dans la population. Comme les Indiens, exactement. Ils se sont fondus dans la population. Et par exemple, moi j'ai rencontré donc, des familles qui sont directement descendantes, qui ont gardé les noms, les Nguela, etc. Et ces gens-là disent, attention, hein, nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Ils le disent très clairement, vous êtes capables d'esclavage. Sauf qu'ils ont épousé. Ils ont épousé, donc... la matrice n'est pas esclavagisée. Voilà. Il y avait aussi un béquet, Cottrell, qui disait, moi je suis arrivé après l'abolition, je ne suis pas de ceux-là. Il était béquet quand même. Fleur, on revient à nos sophistications du monde moderne. Fleur Pellerin, vous savez qui c'est Fleur Pellerin? C'est ce ministre des PME et du numérique. Oui, d'origine coréenne. Hein. Ouais. Libère, puis on dirait que notre beau pays, la France, est un pays raciste. Pourquoi ils disent ça? Fleur Pellerin libère le crowdfunding. Crowdfunding. C'est une foule populaire, ouverte. Ce qui est une nouvelle réglementation encadrant le financement participatif qui permet à des entreprises d'être financées par les internautes. Ouais. C'est intéressant. On met du fric c'est une société qui peut être intéressante. À hauteur d'1 million d'euros. C'est pas mal. Hein? Je pense que tu vas bientôt ouvrir ton petit journal comme ça et solliciter. Faisant appel à la foule. Je suis méchant. À toi et puis à Niga et puis à... Ah oui, c'est vrai. Pourquoi Déjà, j'ai 3 personnes. Pourquoi pas? Voilà. Alors, donc, c'est possible d'abord en prêt ou prise de participation du capital. Ça n'a jamais intéressé les banques, selon le truc là, donc ça tombe très bien. Alors, il y a également le crowd equity, où là, maintenant, on devient actionnaire de la petite société. Et là, on a vraiment simplifié, pas de prospectus pour informer les actionnaires, pas de passage devant des instances compliquées, etc. Et pas de limitation du nombre d'investisseurs. On peut être 1000 à mettre 2 euros. On a créé des plateformes qui sont chargées de recevoir le pognon, l'argent, et qui ont le statut de conseiller en investissement participatif. Pas de minimum de fonds prérequis pour ces instances qui sont normalement très surveillées et qui sont garantes quand même de l'information donnée aux internautes avec un minimum de participation de l'État. Bon, c'est sûr qu'un jour l'État mettra son nez là-dedans puisque il verra que c'est un mode de blanchiment d'argent ou quelque chose comme ça, c'est évident. Alors, il y a également les crowd. Je veux dire ça bien, crowdfunding. Ça, c'est don contre don. Hein. Ça existe déjà, ça n'a pas été changé. Tu me donnes un petit peu de sous, je te donne des avantages, je te donne 10 ou un truc comme ça, des bouquins à l'avance, etc. C'est presque du 3. Voilà. Donc voilà encore l'exemple où la vie ça passe au bout de nos doigts. Comme un ami qui me disait, tu sais, Gérard, lorsque je tiens ma souris, j'ai un sentiment de puissance, je domine le monde. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu tiens la souris, je domine le monde. Il n'a pas tort, parce que le crowdfunding, c'est un exemple typique de l'ouverture. Bon, c'est sûr que le faire maintenant en France, ça existe depuis des années. Auparavant, oui. Dans le cadre, par exemple, de la musique, il y a des albums à succès d'ailleurs qui ont été financés comme ça. Oui. Mais ce n'était pas une compagnie qui était française, c'était My Major Company. Donc cette espèce d'ouverture où le financement n'appartient plus strictement à un monde d'initiés. C'est vraiment formidable. Tu parlais, tout à l'heure on parlait du savoir, ben maintenant le nerf de la guerre, ça compte. Notre argent, on a du entre guillemets du pouvoir, c'est-à-dire qu'on peut véritablement agir sur l'économie avec une ouverture qui est vraiment énorme. On peut dire que c'est une forme de démocratisation, d'ouverture, non. C'est une ouverture, oui. Démocratisation, non. Ouais. Moi, je ne le vois pas comme une démocratisation, mais c'est en termes d'ouverture et de possibilités. Un pouvoir financier qui n'appartient pas seulement à des spécialistes. Oui, mais ça reste dans des proportions réduites. Alors bon, juste pour l'embêter un peu, Letchimy parle de démocratie économique. Ouais. Ça participe de ça, c'est-à-dire que chacun devrait pouvoir avoir droit à un prêt. A priori, le crédit devrait être inscrit dans la Constitution, puisque vous ne pouvez pas développer quoi que ce soit sans crédit. L'argent, oui. Ok, sauf ceux qui héritent. Et l'héritage, ce n'est pas démocratique, on est d'accord, ou ceux qui jouent. Et le jeu, quoi de plus antidémocratique que le jeu? Puisque pour jouer, il vaut mieux avoir de l'argent. Bon, donc l'idée, c'est ça. Et les banques ayant oublié qu'elles avaient, a priori, des missions de développement, et une bonne partie d'entre elles se rappellent qu'elles sont liées
à une société quand elles ont des problèmes, puisqu'elles viennent nous voir, nous contribuables, en nous disant, bon les mecs, aux États-Unis, le système bancaire a récupéré en une journée 800 milliards de dollars avec Lehman Brothers, la chute de Lehman Brothers, la nationalisation des boîtes d'assurance, etc. Donc c'est quand ça va mal qu'elles viennent nous voir. Bon, mais moi je pense que... Quand elles ont fait des bêtises. Oui, quand elles ont fait des bêtises, mais elles font tout le temps des bêtises. Qu'elles ne peuvent pas supporter l'idée de ne pas gagner d'argent. Puisque comme avec nous, elles ne gagnent pas beaucoup d'argent, il faut aller chercher... Qu'elles spéculent, qu'elles montent des produits... Elles travaillent avec leurs fonds propres. C'est de la démocratie à partir du moment où chacun peut être libre de proposer son produit et chacun est libre de financer. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'absence de démocratie, c'est qu'on interdisait à un individu de financer un projet qu'il intéressait. Ouais. C'est dingue, ça. Sinon, en passant par des trucs très compliqués. En fait, ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne. Ouais. Dans tous les pays occidentaux, c'est hyper réglementé. Or là, ce qui est intéressant, ça reste quand même réglementé, puisqu'on n'a pas le droit d'aller au-delà du 1 million d'euros, et on n'a surtout pas le droit d'aller pour chaque individu, face à chaque projet, au-delà de 1 000 euros. 1 000 euros par projet. Ouais. Donc ça limite un peu, c'est-à-dire qu'un type qui veut lever 100 000 euros, il faut qu'il se tape, entre guillemets, 100 personnes, quoi. Ouais. Bonjour madame, enfin bon, c'est ultra limitatif, mais il vaut mieux, parce que sinon c'est la porte ouverte au blanchiment. Blanchiment d'argent. Tout de suite. Et puis par le net, il y a des multiplications d'informations. Quand tu ces affaires d'argent, ça ne t'intéresse pas tellement? Non, ça me fait plutôt réfléchir sur les nouvelles formes du capitalisme. Comment faire en sorte que nous rentrons dans le système. Adam, ce n'est pas capitaliste. Tu peux finalement, parce que... Ce qui n'est pas capitalistique, c'est une notion qui est pour l'instant difficile à concevoir dans un système capitalistique justement suffisamment avancé. On parle de la Martinique, hein, la notion de démocratie économique. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, cher à... Tu penses que la notion de démocratie, elle est antinomique au capitalisme? Elle est antinomique. C'est comme la démocratie tout court. La démocratie, la démocratie politique n'est pas faite pour les géants. La démocratie est faite pour protéger les petits. Et je crois qu'aujourd'hui, ce vers quoi on veut nous amener, c'est un tout petit peu la même chose. Les géants les plus riches sont déjà dans leur richesse, dans leur grandeur. Et les plus petits maintenant, comment les pousser, comment dirais-je, à venir dans leur logique. Je pense que c'est beaucoup de ça qu'il s'agit. Une sorte de capitalisme homéopathique par petite dose. Oui, à petite dose. Et si c'était une grande ouverture, on aurait réellement compris. Mais l'essentiel, ce qui concerne les humains aujourd'hui, on poserait la question. Quand tu vas dans une grande surface, Gérard, c'est pour faire quoi? 90%, c'est pour acheter à manger. Pour rencontrer des copains. Non. Parce que j'ai rencontré nulle part. C'est devenu un lieu rencontre. C'est pour acheter sa carotte. Apporter de l'eau au moulin d'Adams. Alors, Adams, il faut que tu lises absolument un type qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb. Absolument. Note ça. Ce nom, mais... Il t'a dit quelque chose? C'est un Américain, un Libano-Américain, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Antifragile, et qui dit exactement ce que tu dis. Exactement. Qui dit la chose suivante: c'est pas la peine de protéger les gros et d'apporter de la démocratie aux gros. Ils n'ont pas besoin de ça. La démocratie, c'est pour protéger les plus petits, les plus fragiles. Alors, Lisa, c'est exactement ce que tu dis. Alors, on va continuer dans ce sens. Zone euro, la France aussi a des manifestations d'intellectuels, de petits groupes de pression qui se créent pour qu'il y ait une certaine démocratie dans la gestion de cette communauté européenne. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, grosso modo, tout le monde a la commission européenne. C'est pas parce qu'il y a des élections européennes très bientôt. Tout le monde a la commission européenne dans le viseur. Ce sont des gens qui ne sont pas tellement intéressés à la chose politicienne, chercheurs, politiques, économistes, et qui prônent la réforme des institutions communautaires. Alors, c'est un débat qui a commencé en Allemagne. À cause de la crise euro, la dette publique, enfin, ce grand désordre auquel on a assisté ces dernières années, la gestion
pour le moins désordonnée de la crise par les États. On a vu que chacun tirait à U et à Dia. Et puis, la réponse, quoi, c'est l'austérité et puis des attitudes et des comportements réellement confiés à des choix confiés à ce qu'on appelle la technocratie post-démocratique. Ça, c'est bon, Adams. Alors, symbolisé par la Troïka, ils appellent la Troïka, vous savez, Commission européenne, FMI, Fonds monétaire international, et puis BCE, qui est la Banque européenne. C'est la Troïka qui dépose sa chape de plomb. Alors, le constat, c'est que la construction communautaire, elle est morte. Si les citoyens européens n'apprennent pas en main, fini. L'Europe, c'est fini, c'est devenu un projet mort. Il y a des prises de conscience. Quand Angela Merkel, qui est sous béquille ces jours-ci, veut modifier les traités européens pour améliorer le fonctionnement de la zone euro, en disant qu'il faut politiser tout ça, il faut faire des choix politiques, dont elle serait naturellement le leader, ça va de soi. En France, on oublie tout ça parce que comme c'est un discours qui est emprunté par le Front National, on reste un petit peu vague. En tous les cas, plusieurs initiatives, et j'en ai terminé, je vous passe la parole, sur le devenir de l'Europe, la démocratie à mettre dans les instances, et puis ils ont chacun des projets, il y a plusieurs groupes, plusieurs tendances en France, il y a un gros débat. En fait, ils appellent ça le salut intégrateur. Il faut mettre une solidarité financière entre les États, de la démocratie, il faut fédéraliser la zone euro, il y a plusieurs projets, mais ce n'est pas peine de faire l'inventaire. En tous les cas, donner une dimension politique à la gestion économique de l'Europe. Est-ce que c'est pour demain, messieurs? Nadia, tu as l'air un petit peu dubitative. Oui, parce que c'est un peu paradoxal. L'Europe existe comme entité. Elle existe comme entité économique aujourd'hui de façon très réelle. L'euro, c'est la monnaie européenne, elle est... tu as le dollar, enfin je veux dire, c'est une référence majeure. Donc l'Europe existe, le continent existe, il a un passé commun. Donc là-dessus, il n'y a pas à revenir. En revanche, dès que ça touche la chose politique, et pas politicienne, mais vraiment politique, donc des personnes, c'est là qu'il y a des crispations. Et c'est toujours étrange. Distorsion. Oui, que les États ne dépassent pas ces crispations. Alors, est-ce que la force de l'économie finalement va se jouer de ces crispations? Ce qu'elle fait déjà. Alors, est-ce que c'est un passage en force? Est-ce que c'est finalement par ça qu'on va arriver? Et est-ce que les peuples, comme veulent ces groupes de pression nouveaux, mais le problème, c'est qu'à côté de ça, l'organisation même de l'Europe, elle reste très distante des personnes. C'est-à-dire que quand on parle de l'Europe, il n'y a jamais un interlocuteur à part entière. Oui. Et ça reste une espèce de nébuleuse complètement absconce je veux dire, n'importe qui. L'Europe finance, par exemple, en Martinique, l'Europe finance énormément de projets, que ce soit des projets par le FEDER, donc comment ça s'appelle le Fonds social européen. Le Fonds social européen pour tout ce qui est, par exemple, formation, mais aussi le FEDER pour tout ce qui est investissement, industrie. Pour autant, on ne peut pas la palper, cette fameuse Europe qui donne des sous, et pourtant il n'y a rien de plus concret qu'un projet qui émerge grâce à de l'argent. Et je crois que c'est là-dessus, quand on sera en capacité de donner du corps. Visage à l'Europe. Un visage du corps, quoi, que ça puisse. Parce qu'effectivement, on va voter prochainement, c'est au mois de mai, je crois, pour les européennes. Il faut bien comprendre qu'on ne vote pas pour son parti local, c'est un parti qui a une représentation européenne. Et là-dessus, il faudra faire très attention dans la mesure où les identités européennes, au point de vue politique, on les connaît beaucoup avec, par exemple, les écologistes, mais on les connaît aussi beaucoup avec les nationalistes. En gros, c'est l'équivalent du Front National dans les autres pays d'Europe. Donc, mais en même temps, ça reste malgré tout très, très, très loin. On a l'impression que c'est très loin, très distant. Exactement. Et c'est ça qui choque, qui choque l'historien. Adams. Oui, je suis entièrement d'accord avec Nadia sur le fait qu'on connaît l'Europe que par l'idéalisme, donc l'écologie, l'avenir, notre avenir, et de l'autre côté, complètement l'extrême, qui est le fait même de tenir compte des frontières, de ne pas aller vers l'autre, de la fermeture entière, de la fermeture complète. Par contre, là où ce que moi je voulais dire en matière économique, je pense que l'Europe est
est une grande multinationale, c'est une grande surface plutôt aujourd'hui dans le monde. Son poids économique recule. Et c'est d'une évidence telle que on peut se demander, dans les 10 années à venir, ce que l'Europe va représenter en termes économiques. Sa monnaie, la seule chose qui lui reste, c'est son euro. Nadia le disait tout à l'heure. Tu veux dire face aux pays émergents, Face la aux Chine, pays, l'Inde, et forcément, l'Asie va constituer un bloc. Aujourd'hui, l'Inde et la Chine et le Japon, bon, chacun fait ses affaires, mais forcément, le moment va arriver où ils vont former un bloc. Et on aura un bloc forcément, bon, africain quelque part. Il y aura des éparpillements. Le monde arabe, on ne sait pas à quoi ça va se rallier. On ne sait pas. L'idéalisme identitaire musulman, machin, bon, tout ça, c'est très fragile quelque part. Et donc, je pense que la seule chance que l'Europe aura, et c'est la carte qu'elle joue en ce moment-là, c'est la carte géopolitique. On intervient au Mali pour calmer, Centrafrique pour calmer. On va en Syrie, on ne sait même pas pourquoi on va en Syrie et comment on va en Syrie. Et finalement, on ne va pas en Syrie. Ouais. Donc, ce genre de situation. Et économiquement, je le redis, je pense que c'est une grande surface. Et même de pôle emploi, hein, quand on regarde très bien, l'Asie vient recruter, l'Afrique vient recruter, le monde arabe vient recruter des Européens. Ouais. Voilà. Mais l'Europe elle-même aujourd'hui, qui l'Europe peut recruter aujourd'hui au monde? Personne. Elle ne recrute personne. Et on vient acheter ces entreprises chez elle. Eddie sera moins pessimiste. Oui, je trouve cette vision-là complètement cataclysmique. En fait, c'est quand même 45% du commerce mondial. Et c'était combien il y a 15 ans? Oui, d'accord, mais c'est 50% du PIB mondial. Enfin bon, tu retires l'Europe, la Chine n'a plus de clients. Hein. Grosso modo, c'est ça aussi la réalité. C'est ce qui se passe là maintenant. Oui. C'est ce qui se passe. Ouais. L'Europe inquiète la Chine parce que la Chine n'a plus de clients. Voilà. Donc, il y a un élément qui me semble important. C'est que nous vivons l'Europe. Et quand je dis nous, une bonne partie des commentateurs vivent l'Europe comme quelque chose de lointain. Par contre, tous les gens qui habitent de chaque côté d'une frontière et qui vont travailler, les Belges qui vont travailler en France, les Français qui vont travailler en Allemagne. Et les Suisses Non, ne parlons pas des Suisses. Non, mais les Suisses viennent d'interdire aux gens de venir chez eux. Ne parlons pas des Suisses, ils ne font pas partie de l'Europe. Ils ne font pas partie de l'Europe. Donc, c'est une économie au quotidien d'échanges, notamment d'échanges culturels, d'échanges économiques. L'Europe a probablement l'un des meilleurs systèmes d'échange d'étudiants entre pays. Il y a des recherches communes. Le cyclotron passe dans plusieurs pays, hein, le CERN. Donc, enfin, il y a quand même des choses extraordinaires. Et ça... Et ce qui est dingue, c'est que c'est toujours pareil. C'est ceux qui y habitent qui critiquent. Par contre, tous ceux qui sont à l'extérieur disent, mon Dieu, si on pouvait avoir une telle stabilité monétaire. Non, mais l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe. Non. Oui, voilà, les Ukrainiens. Une stabilité économique. Attends, alors j'ai deux choses à dire, excusez-moi. Ouais. Pour l'Ukraine, ils ne veulent pas faire partie de l'Europe. Ils ne veulent pas faire partie du bloc soviétique. Mais ils veulent avoir des relations parce qu'ils ne peuvent pas être autonomes et indépendants économiquement. Mais ils ne veulent pas faire partie de l'Europe, ils veulent simplement avoir des relations avec le monde. Ils ne veulent pas rentrer sous la coupe de Poutine. Parce qu'il y a une sorte de mythe qui dit qu'il faudrait être des Européens. C'est faux. Une chose que je voulais te dire, mais alors qu'est-ce que tout ce long plaidoyer anti-européen qui tient à effectivement l'existence d'une technocratie bon, il est sous-tendu par des idéologies qu'on connaît, qui sont des idéologies soit marxisantes, et libertaires, alors c'est un mélange un peu bizarre, soit des idéologies nationalistes, voire fascistes, qui refusent l'idée même d'abdiquer devant des diktats. Les propositions qui sont faites par ces différents groupes de pression, alors on va recreuser ce sujet, je t'enverrai les fiches, sont au contraire une plus grande intégration, une plus grande intégration politique et économique, l'existence d'une chambre économique européenne, des budgets, une mutualisation réelle de la dette. Mais le fait même de dire qu'il refuse la technostructure, c'est quelque chose d'assez classique. Non, pas refuser son existence, mais ne pas lui donner le pouvoir. Oui, le pouvoir. Mais un des refus majeurs. Et ça, quand on écoute Marine Le Pen, et quand on écoute, mais pas forcément des gens d'extrême droite, aussi des gens d'extrême gauche, l'idée est née de ça.
de la fin de l'imprimerie nationale de la monnaie. Quand on vous dit que vous n'allez plus pouvoir créer à partir de votre papier votre monnaie, vous sentez un déchirement profond qui est lié au fait que vous avez abandonné une liberté. Oui. Mais tout est lié à ça. Il suffirait, ce que je voulais dire, il suffirait de dire, bon, écoutez les mecs, reprenez votre monnaie, mais tout le monde adorerait l'Europe, comme avant. Oh mon Dieu, c'est génial. Mais une Europe sans monnaie unique, les États-Unis, c'est bien une forme fédérale avec une monnaie unique qui est le dollar. Quand il y a des types, dans les années 1860, qui ont levé le doigt pour dire « Ah non, non, nous au Sud, on veut bien rester dans l'État fédéral, mais nous au Sud, 1, on garde l'esclavage, 2, on crée notre monnaie, 3, on crée nos timbres, 4, on aura un drapeau particulier. » Ils se sont pris une raclée. Laissons être un bémol. L'une proposition de l'un de ces groupes, c'est pas bien déterminé, fait de philosophes. Alors, c'est... il milite pour la création d'une assemblée élue au suffrage universel, propre à la zone euro, qui désignerait un gouvernement responsable devant lui. Cet exécutif disposerait d'un budget alimenté par des ressources propres, donc c'est une intégration qu'on serait plus forte. C'est ça qui m'a intéressé dans ce sujet. Impôts sur les sociétés, taxes environnementales, etc., qui pourraient par exemple prendre à sa charge une partie des allocations chômage, une intégration totale de l'Europe, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, aller jusqu'au pays. Voilà. Ce que je veux dire. C'est l'un des groupes, ça c'est l'un des groupes. Hein. Absolument. Mais il y en a 2 ou 3 en France qui sont à partir de ce groupe de pensée allemand que j'ai cité, qui commencent à voir qu'il faut aller beaucoup plus loin, quoi, et ne pas laisser, comme le problème de la bulle financière, le problème nous exploser à un moment où on ne pourra rien en faire. C'est un problème de langue d'abord. Oui. Bon, mais je crois que je voulais quand même qu'on parle de l'appel des médecins, pour qu'on ne dise pas que je fuis les véritables débats. L'appel des médecins contre les pesticides. C'est quand même 67 médecins de Martinique et Guadeloupe. Et puis plus de 1000 médecins de France à la demande de médecins du Limousin qui ont lancé un appel pour dire que les pesticides, il faut arrêter ça. Il faut essayer d'avoir une agriculture bio, il faut arrêter tout ça. Et bon, c'est sûr que ça, naturellement... Et pourquoi ils ne veulent pas arrêter les médicaments pendant qu'on est là? Ils veulent arrêter les pesticides. Il y a quelque chose de naïf dans tout ça qui est quand même assez fabuleux. Ils le savent. Ils savent pertinemment que pour nourrir la planète, on ne peut pas faire... à moins d'être complètement fou, on ne peut pas faire sans un certain nombre de régulateurs biochimiques, on va dire ça comme ça. OK? Mais les mêmes régulateurs biochimiques, ces médecins, ils les prescrivent, non pas avec des produits pesticides, mais avec des médicaments. OK? Et allègrement, je veux dire, ils balancent aux humains un certain nombre de substances qui sont nocives. Sans se préoccuper des... Ils ne se préoccupent pas des dégâts. Et alors, est-ce que parmi ces médecins-là, il y a des gens qui ont prescrit du Mediator? Est-ce que parmi ces médecins-là, il y a des gens qui ont prescrit de la Diane, etc. Voilà, c'est ça. Pendant des années, on nous a donné c'était quoi le truc antibactérien là? Du mercryl. Vous vous rappelez de ça? Yoba nous douche mercryl. Tu te rappelles ce produit un peu savonneux, antiseptique? Et puis après, les mecs se sont dit, oula, ben... Moi, ce que je dis aux médecins, ils ont le droit de s'occuper de tous les aspects de la société. Ils ont raison de dénoncer les pesticides. Mais leur premier boulot, c'est de faire une enquête sur ce qu'ils prescrivent aux gens au quotidien. Et là, il y aurait des surprises. Parce qu'on ne peut pas... on compte sur qui? Eux, ils s'intéressent aux pesticides qui tuent les gens. Très bien. Mais ce n'est pas un produit pharmaceutique, les pesticides. On est d'accord. Par contre, ils ne s'intéressent pas à la revue Prescrire, qui n'est pas une revue médicale faite par le corps médical, qui dit, attendez les mecs, voilà l'ensemble des médicaments qui tuent tous les jours. Moi, pas jamais où ces médecins lever pour dire, oh, ils ont raison. Il n'empêche que des médecins très sérieux font le constat de l'augmentation des maladies chroniques, cancer, troubles de la fertilité, maladies neurologiques, diabète, allergie, et ils établissent un lien entre l'utilisation de pesticides et certaines pathologies. Ils disent que pour eux, par leur expérience, que la modification alimentaire n'est pas la seule explication aux problématiques apparues il y a maintenant 15 ans. Ils admettent que les pesticides ne sont pas seuls en cause. Ils estiment que si peu d'études ont porté sur l'ensemble de la population, que plusieurs d'entre elles montrent toutefois que des expositions environnementales sont susceptibles de provoquer des cancers et des maladies de Parkinson. Aux Antilles, le chlordécone, des fongicides de la famille des carbamates et du paraquat. Mais plusieurs médecins reconnaissent avoir signé cet appel, plus par intuition
ou par conviction idéologique que par preuve scientifique avérée. La source, c'est France Antilles. Merci. Bon article. Merci beaucoup. Peu d'études menées, mais celles qui existent prouvent qu'il faut renforcer la protection sanitaire. Il faut attendre, faut-il attendre, disent-ils, de nouvelles preuves sur l'homme quand les signaux d'alerte sont déjà là. Ils réclament des politiques. Alors c'est là que je rejoins un petit peu et dit sur maintenant les solutions proposées. Ils réclament des politiques agricoles, économiques et de santé publique. Ils demandent qu'il y ait de nouveaux tableaux de maladies. Ça me dépasse que je ne connais pas les anciens tableaux et les nouveaux qu'ils veulent instituer. Ils demandent une meilleure protection des populations, c'est-à-dire la fin des dérogations à l'interdiction européenne des pandages aériens. C'est ce que dit Eddy. Si on ne traite pas, on revient aux disettes du Moyen-Âge. Hein, ou alors on arrête la banane, ou on arrête les productions même maraîchères. Parce que très rapidement, vous vous expliquez, 20% seulement des problématiques et des problèmes posés par l'agriculture en milieu tropical sont réglés par un apport phytosanitaire. Alors que en agriculture tempérée, 80% des problématiques sont réglées par le paysan. Le paysan il achète 8 produits pour 10 maladies. Nous, on trouve 2 produits pour 10 maladies. Donc si ça veut dire que les concombres, je ne vais pas faire peur aux gens. Il faut leur dire, Non, parce que quand même, il y a des agriculteurs qui vivent de ça. Les concombres, les aubergines, les tomates. Ce sont des réceptacles de petits condensés. Tant et si bien que je crois que, après avoir plaidé ça plusieurs fois, je crois que les associations protectrices de l'environnement ont commencé à comprendre ça. Et elles sont demandeuses, on va développer ça après, d'un véritable débat. Il faudrait faire des états généraux ici, avec ces médecins, avec tout le monde. Parce qu'il y a un problème réel, il faut le reconnaître. Hein. On ne va pas, dire aux médecins, allez prescrire moins de médicaments, mais faites de la médecine bio chez vous, donnez aux gens des racines de gingembre ou de je sais pas quoi. Non, on ne peut pas leur dire ça, parce que les profs, ce sont des prescripteurs. Mais par contre, il y a un véritable problème de santé public et d'usage général, de mode de vie. Peut-être qu'on verra que le paramètre mode de vie, transport insuffisant, tension, coefficient de bonheur insuffisant, le taux insuffisant de nos sociétés rend les gens malades. Mais en tous les cas, pour l'instant, pour la Martinique et pour l'agriculture tropicale, il y a, et ça je pense que c'est le Conseil, c'est l'Assemblée unique, d'ici que ça soit organisé, qui devrait effectivement faire un énorme colloque ici avec des scientifiques, et ça servirait d'ailleurs à tous les pays émergents, parce que l'agriculture des pays émergents en général a les mêmes problématiques de ressources, de recours phytosanitaires pour régler les problèmes. Mais même, vous voyez le problème de la canne à sucre, où il a fallu faire des arrachages à la main, parce que les produits effectivement utilisés peuvent porter atteinte à la santé publique. Il y a un véritable problème. Moi, je crois que les médecins, c'est des lanceurs d'alerte, ils ont raison. Oui. Mais ils ont raison de faire ce job, mais il faut qu'ils s'intéressent d'abord à leurs responsabilités. OK Aussi, pas d'abord. Non, d'abord, parce que c'est... Ah, je te pose une question. Penses-tu que les médecins prescrivent plus de médicaments que la population martiniquaise et plus de médicaments qu'ailleurs? Est-ce qu'on a des chiffres? Oui, on a des taux qui sont liés, qui sont publics. Le bon médecin, c'est lui qui donne les médicaments. Mais il faut voir comment. Je veux dire, je ne suis pas là pour attaquer les médecins, mais il faut quand même que les gens sachent comment le système fonctionne. OK? Par exemple, en France, on veut imposer aux médecins, le gouvernement cherche à faire ça, le tiers payant total. C'est-à-dire, en clair, que plus aucun Français allant chez le médecin n'est à sortir d'argent. OK? Pourquoi les médecins sont contre? Alors que quand ils pratiquent le tiers payant, c'est-à-dire ils ne prennent pas, ils sont remboursés, ils sont payés très rapidement par la Sécu. Parfois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais ça prend trop de temps, etc. » Bon, OK. Détail. Mais pourquoi les médecins ne veulent pas ça? Parce qu'une partie des médecins se font payer en liquide. Si le patient ne sort plus d'argent, il n'y a plus de liquide. S'il n'y a plus de liquide, il n'y a plus de revenus occultes. C'est ça la réalité. Tu dis des choses méchantes là. Vrai, parce que les enquêtes journalistiques. Tu prends parce tout, que, non, la responsabilité. Non, je prends ma responsabilité. Moi j'ai des amis médecins. Eh bien, demande-leur pourquoi ils ne veulent pas que, de manière très simple, ils ne veulent pas de ça parce qu'ils ne vont pas pouvoir faire des dépassements d'honoraires. Puisque quand l'État, et l'État va réussir à ça, puisque une grande partie des clients des pharmacies ne sortent pas un centime, tu es d'accord? Oui.
Une très grande partie. La majorité. Et pourquoi ce ne serait pas le cas chez les médecins? Pourquoi ce ne serait pas le cas? OK? Donc, on a un système là qui a vécu pendant des années sur des privilèges. Et Adams a raison. Tout ça, c'est un changement mondial, un changement de monde. C'est-à-dire que l'Occident n'a pas encore compris que c'est fini. Que la profitation. La profitation est terminée. C'est terminé. Mais bon, très rapidement, parce que nous sommes sur les dernières secondes, comment avez-vous vécu le séisme de magnitude 6,6 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre était situé au large de la Barbade, vous avez vu où c'était, et à 239 km des côtes de la Martinique et à 29 km de profondeur. Seulement. 29 km seulement. Il brûlait quand même. Hein. Il brûlait. Tout de suite, on pense à son kit de survie. Faut-il ou non mettre des acras? Faut-il ou non mettre du rhum? Oui. Parce que les rêves, ça sert à soigner. Et puis avoir sa Bible. Avoir sa Bible, bien. C'est bon, mais les bananes, bien c'est bon. Les bananes séchées. C'est riche en potassium, Oui, en magnésium. Bon, ben, je crois qu'on a passé un bon petit moment ensemble. Il va falloir qu'on appelle les Barbadiens pour leur demander comment ils ont vécu Parce ça. que eux, ils étaient tout prêts. Ils étaient tout prêts. À mon avis, ça a dû les secouer, mais quelque chose de grave. C'est qu'on n'est pas eu. On sait ce qui se passe dans le Limousin. Mais la Barbade, on ne sait jamais. La moindre vaguelette en face de la Bretagne, mais la Barbade, si on est. Non, parce qu'on ne veut pas le savoir. Parce que si vous allez sur vos petits ordinateurs, vous saurez, vous mettez Earthquake Barbados, alors effectivement, pas en français, vous aurez que la population, et vous saurez que la population barbadienne, ça faisait très très longtemps qu'elle n'avait pas eu ça, elle a été terrorisée. Elle a frémi. Terrorisée. Parce que nous, on a eu un 7 aussi, mais il était à 100 km de profondeur. Si on avait eu un 7 à 20 km, là où il était situé, il n'y aurait plus personne. Haïti. Madame, mademoiselle, monsieur, c'est sur cette évocation catastrophique. Mais enfin, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort. Non. Merci Seigneur. Au revoir. Il a réussi à le placer. Oui, mais c'est bien en permanence, il est de mon cœur. Voilà. À bientôt. Au revoir. À bientôt.